Et on va commencer tout de suite avec Danielle Simonet, oratrice nationale de la France Insoumise, représentante de Jean-Luc Mélenchon. Et pour présenter les 5 préconisations prioritaires pour l'éducation populaire, votées ce matin, nous recevons Evan Jeanne-Rose, représentant du CNAGEP au CESE, militant de l'éducation populaire. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints. Alors effectivement, on a pris le temps d'échanger avec nos méthodes d'éducation populaire pour savoir finalement c'était quoi les priorités là, du moment. On en a plein de priorités, on a vite compris qu'on en avait plein. Donc on en a choisi 5 sur lesquels on aimerait vous entendre dans un premier temps et puis ensuite il y aura un échange avec la salle. Le tout premier, qui est ressorti, c'est tout simplement, on pourrait mettre le mot à côté crise ou perspective pour nos métiers. Les métiers de l'animation, mais de façon générale, les métiers, les professionnels qui sont sur le terrain et qui finalement permettent que l'éducation populaire se réalise au quotidien, permettent à des militants de rêver, de mettre en œuvre leurs projets, leurs rêves, les logiques de transformation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans la formation, qu'il y avait des problèmes dans l'entrée de l'information, dans la fin de formation, dans les conditions d'emploi, les conditions d'exercice, que c'était sous-valorisé, malheureusement, symboliquement, financièrement, statutairement. La deuxième priorité qui est apparue, c'est la question de la coopération. La coopération avec l'État. On a d'ailleurs commencé nos rencontres là-dessus, la coopération avec les collectivités locales également, et la coopération plus généralement avec les différentes organisations et parties prenantes de l'éducation populaire. Il y a quelque chose qui s'est institué depuis un certain moment, si je ne me trompe pas, des membres de la salle me reprendront sans doute, mais si j'ai bien compris ce qu'on a débattu, c'est qu'il y a une forme de contractualisation et puis un renversement du pouvoir d'initiative petit à petit. Et peut-être une coopération qui a été un peu mise à mal. Et donc l'idée pour nous, c'est de dire qu'il faut qu'on puisse recoopérer pour faire ensemble quelque chose qui soit utile pour les transformations à venir et à construire. La troisième, c'est qu'on a une forte identité. C'est qu'on regarde souvent du côté de l'école en disant qu'on a un rapport avec l'école assez privilégié, mais au monde de l'éducation de façon générale. Et qu'on est complémentaire et qu'on apporte quelque chose que l'école ne peut pas apporter, mais qu'on ne peut l'apporter que si on coopère avec l'école et qu'on est reconnu au même niveau dans nos approches et dans nos apports aux processus éducatifs qui sont à l'œuvre dans notre société tout au long de la vie. Et les 2 derniers, c'est sur le fait qu'on ait, d'une part, l'accès aux loisirs, c'est important dans notre mouvement. C'est d'ailleurs notre pratique première, l'espace des loisirs, mais c'est la possibilité de pouvoir partir en collectif, pas seulement tout seul, seulement tout seul à la plage, c'est partir en groupe, ensemble, avec des professionnels qui accompagnent ou des volontaires qui vont accompagner et animer. Et ça, nous, on pense qu'il faut tout simplement le renouveler, faire quelque chose de fort là-dessus. Et la fin de cette priorisation, d'ailleurs, appuie sur la question des fonds du SNU, en disant est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces fonds pour avoir une politique de départ en vacances collectives plus importante, parce que finalement, ça, c'était notre outil pour faire cohésion et séjour collectif. Le dernier, ça fait un peu lien avec la question de la coopération, mais c'est est-ce qu'on peut, au-delà de la coopération, pour se mettre d'accord, essayer de gouverner ensemble la question de l'éducation populaire. On a des méthodes pour faire ensemble, pour imaginer ensemble, et pas seulement pour que ce soit descendant, pour que ce soit vraiment une construction horizontale et un dialogue vertical, les deux à la fois. C'est ça qu'on sait faire, et c'est ça qu'on souhaiterait vraiment qu'il soit entendu et du coup écouté, et pourquoi pas avec des propositions concrètes. Donc voilà les 5 priorités que j'ai compris de ce matin, vous les avez reçues plus détaillées, donc je ne les ai pas relues, et on vous écoute. Et tout ça en 10 minutes. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, et un grand merci à la mairie de Poitiers et au CNAGEP pour l'organisation de ces rencontres. Moi, j'étais là ce matin et j'ai trouvé ça extrêmement riche, voilà, de pouvoir observer et un peu participer à vos travaux. Alors, pour le programme L'Avenir en commun de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, pour nous, la question de l'éducation populaire, d'abord, elle est centrale, puisque notre stratégie, c'est la stratégie de révolution citoyenne. Vous savez qu'une mesure importante que nous voulons prendre, c'est que Jean-Luc Mélenchon, président de la République, convoquera l'Assemblée constituante pour que le peuple redéfinisse les règles du jeu et qu'on puisse remettre le peuple aux commandes à tous les niveaux de la société. Donc forcément, la posture éducation populaire, l'expérience et l'ensemble des compétences de l'éducation populaire est essentielle pour que toute la politique de bifurcation écologique, de gouverner en fonction des besoins puisse se faire, c'est-à-dire que les citoyens soient enfin pleinement acteurs. Sur la première question concernant les métiers, l'emploi, la formation, il me semble que dans la question que vous avez priorisée, il y avait d'abord et avant tout, c'était formulé comme cela, la question d'en finir avec les appels à projets.
La question d'en finir avec les appels à projets qui mettent en concurrence le mouvement associatif et qui fait qu'on passe plus de temps à remplir des dossiers de demande de subvention qu'à réaliser les projets tels qu'ils ont été définis dans le cadre de la liberté associative et de l'indépendance associative. Donc pour garantir enfin l'effectivité de la loi 1901, il faudra instaurer des financements de fonctionnement des conventions triennales sur la base des projets globaux des structures associatives et d'éducation populaire et arrêter avec ces appels à projets. Pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, il y a toute la bataille pour la déprécarisation de ceux qui travaillent dans l'éducation populaire ou, par exemple, quand on parle des animateurs périscolaires, on sait tous que les animateurs périscolaires travaillent dans les collectivités, eh bien c'est souvent une jeunesse précarisée, sous-payée. Donc la question de la déprécarisation dans les trois fonctions publiques est pour nous un axe fort. La nécessité de revaloriser l'ensemble des métiers, de pouvoir, à la fois les métiers d'animation et d'éducation populaire, mais également de faire en sorte que le travail associatif, le salariat associatif cesse d'être précarisé et qu'il puisse y avoir à la fois un accès à la formation, un accès à la qualification et un accès à un parcours de carrière est essentiel. Mais je dirais que cette question du droit à la formation, et si on veut faire de l'éducation populaire une posture transversale qui intervient dans tous les niveaux de la société, il faut aussi avoir une formation éducation populaire qui se développe dans bien d'autres métiers, dans bien d'autres domaines. Par exemple, vous ne pouvez pas instaurer une politique de coproduction des changements sans qu'il y ait une culture à la posture éducation populaire, par exemple dans l'urbanisme, dans les administrations en charge de l'urbanisme, dans l'ensemble des institutions culturelles. Donc cette question de la formation à l'EducPop est pour nous aussi essentielle. Je rajouterai aussi la question de la validation des acquis d'expérience est à redévelopper, à redéployer pour qu'il y ait enfin une reconnaissance aussi des savoirs chauds, des savoirs expérimentaux, qu'on change aussi cette posture-là, mais qui donne accès à des diplômes, à une qualification reconnue, adossée aux conventions collectives. Donc voilà pour la première question telle que j'y réponds. Sur la deuxième question, vous développez dans cette deuxième catégorie de propositions l'enjeu de revaloriser la coopération. Et vous avez à fort raison de demander l'abrogation du contrat d'engagement républicain. Et ça, pour moi, je sera essentiel. Je pense que dans la salle, il doit y avoir un sacré nombre d'islamo-gauchistes, puisque vous avez été mis en suspicion par le gouvernement Macron, qui vous a imposé ce contrat d'engagement républicain, qui, je trouve, est un véritable dispositif qui vise à montrer qu'il y a une défiance et qu'il y a une non-confiance envers le mouvement associatif qui est insupportable. Il faut, au contraire, enfin reconnaître et respecter la liberté associative, reconnaître et respecter la démocratie et la liberté citoyenne. Ensuite, sur cette culture de la coopération, il y a un enjeu politique historique dans cette élection présidentielle. Parce qu'on voit bien que Macron incarne le néolibéralisme, la compétition et l'exclusion. Que Madame Jean-Marie Le Pen va incarner l'exclusion, le racisme. Et que la question du second tour, telle qu'elle nous est posée, elle est plus globalement quel projet de société nous souhaitons. Nous souhaitons une société de l'entraide. Nous souhaitons une société de la coopération. Donc cette question, elle est centrale. Maintenant, la coopération, elle n'est pas sans intention. Le mouvement d'éducation populaire doit assumer qu'il a une intention. Il n'est pas neutre. Il a une intention de transformation sociale. Et donc, nous souhaitons que les citoyens et les citoyennes puissent s'auto-organiser dans cet objectif de transformation sociale, d'autant plus essentiel face aux enjeux climatiques qui sont les nôtres. Nous ne pourrons pas engager la grande bifurcation écologique sans qu'il y ait des batailles culturelles où les citoyens et les citoyennes reprennent en main leur destin, mais en remettant en cause leurs pratiques et le mode de développement. Et donc la coopération, il va falloir la mettre à tous les niveaux pour que les lobbies populaires l'emportent pour défendre l'intérêt général sur les lobbies des multinationales, les lobbies d'intérêt privé. Et c'est bien cela le cœur. Quand vous avez 1 milliard qui est donné par Macron
au cabinet de conseil, eh bien, on aurait bien mieux fait de mettre 1 milliard dans l'éducation populaire à minima supplémentaire. Troisième question, la complémentarité éducation populaire et école. C'est la question que vous avez posée. Eh bien, je pense qu'il faut développer les recherches en pédagogie active. Moi, je vais vous donner une petite expérience. Je suis conseillère d'orientation psychologue de profession. On dit psychologue de l'éducation nationale. Et je me souviens, il y a une vingtaine d'années, dans mon collège, à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, il y avait un partenariat avec l'Université Paris 8. Et on réfléchissait sur les pratiques et sur le rapport au savoir. Et donc, il y avait un travail avec à la fois les enseignants sur le rapport au savoir, mais que je déclinais dans le cadre de mon métier avec les élèves sur leur propre rapport au savoir. Ces espaces où on réfléchit sur nos pratiques, ces espaces où on peut du coup réinterroger la finalité de nos métiers, mais réinterroger et permettre aussi aux collégiens de pouvoir interroger aussi leur rapport en tant que collégiens à ce qu'ils font, est essentiel en termes d'émancipation. Et le rôle de l'éducation populaire est de contribuer à l'émancipation, c'est-à-dire l'abolition de tous les rapports de domination. Donc cette complémentarité éduc-pop et école, elle doit passer par valoriser le travail aussi de la recherche et le fait que ça débatte, le fait que ça échange sur les pratiques. Je dirais néanmoins qu'il y a une nécessité de donner les moyens pour ces temps-là, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans les interfaces et les rencontres. Ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup plus développer les possibilités pour que des acteurs extérieurs à l'école puissent travailler dans des projets avec des acteurs de l'école, mais dans des temps qui sont respectés et reconnus pour l'ensemble de la communauté enseignante. Mais ça veut dire qu'il faut aussi redonner des moyens pour les classes découvertes, par exemple, pour que l'ensemble des projets puissent se faire en luttant contre les inégalités qu'il peut y avoir entre les établissements scolaires, entre les quartiers et toute cette fracture sociale qu'il peut y avoir. Quatrième sujet, c'était la question du droit aux vacances. Alors ça tombe bien, je suis aussi conseillère de Paris et une grande bataille que j'ai pu mener dans la mandature précédente, c'était contre la maire de Paris qui voulait supprimer les colonies de vacances sous prétexte que c'était quelque chose de passé et que par ailleurs il n'y avait pas assez de sous à y mettre. Je pense que c'est essentiel de reconnaître le droit aux vacances et donc de soutenir financièrement les structures de l'éducation populaire sur les colonies de vacances pour la jeunesse, mais aussi pour les familles et les adultes. Il y a par ailleurs un scandale qui a été fait par la Macronie, c'est cette histoire de colonies apprenantes. Je ne sais pas si ici dans la salle, certains ont dû vraiment se réveiller, se dire mais mince, ça fait des années qu'on faisait des colos où on n'apprenait rien. C'est quand même un sacré foutage de gueule, excusez-moi l'expression. Donc il faut vraiment tordre le cou à ces idées-là et redonner tout son sens à ces colonies de vacances qui permettent à des jeunes issus de tout milieu d'avoir une autre expérience collective, de sortir d'un quartier et de pouvoir découvrir soi-même et le monde dans un autre cadre, et c'est essentiel. 25 secondes, bon, donc il faut aussi bien sûr, on instaurera une 6e semaine des congés payés et permettre le droit aux vacances des familles. 5e question sur la gouvernance partagée à tous les niveaux. J'aime pas tellement le terme de gouvernance partagée, ça me fait penser un petit peu à Franck Lepage quand il joue avec ses cartes. Il y a des mots comme ça, à force de les utiliser, on ne sait plus ce qu'il y a. La vraie question, c'est de remettre le peuple au pouvoir partout et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une politique publique qui ne soit pas coproduite avec le peuple. Et donc ça, c'est l'objet justement de toute la démarche que nous voulons instaurer à travers la 6e République, le référendum révocatoire, mais aussi la nécessité de valoriser toutes les démarches d'éducation populaire et leur rôle dans la transformation sociale. Vous pourrez continuer de développer votre propos avec la salle qui est invitée à vous interroger. Un micro doit être à disposition, oui, pour poser des questions. Est-ce que certains souhaitent interroger Daniel Simonet? Les langues ont du mal à se délier, si? Non? Il a... Après la pause déjeuner. Le temps que quelqu'un trouve sur la 4e... c'est bon. Ah, ben non, c'est bon.
Bonjour. On a effectivement mis en place ces 5 préconisations urgentes ce matin dans le cadre d'un travail assez conséquent, mais qui était sur une démarche très positive, constructive, partagée en respect des valeurs de l'EducPop. Néanmoins, au vu de l'actualité politique du moment, je trouve dommage qu'on n'ait pas une question systématique qui, à mon sens, manque à ces préconisations. C'est, vous l'avez déjà un peu évoqué, votre position par rapport au CER et par rapport au SNU, et que du coup cette question soit posée de façon systématique à l'ensemble des personnes qui monteront sur scène aujourd'hui. Merci. Je n'ai pas compris, c'est par rapport au SNU et par Position rapport sur le contrat d'engagement républicain, Ah oui. sur le Oui, alors, CEU. très bien. Donc nous sommes pour l'abrogation du contrat d'engagement républicain. Et sur le SNU, il y avait d'ailleurs une proposition sur le droit aux vacances de remettre l'argent du SNU dans le droit aux vacances. Et c'est pas assez, hein. Va falloir en mettre bien plus, hein. Mais nous défendons au contraire une conscription citoyenne de 9 mois pour les moins de 26 ans au SMIC, qui permet d'avoir un engagement dans les associations reconnues d'utilité publique, avec aussi des droits qui accompagnent, comme le droit à la formation gratuite au permis de conduire, mais qui permettent un véritable engagement dans le mouvement associatif, par exemple, et d'avoir une vraie expérience. On souhaite d'ailleurs instaurer 300 000 emplois spécifiques jeunes, plutôt que les services civiques, d'une durée de 5 ans, avec au moins évidemment le SMIC, pour justement, dans le mouvement associatif et d'éducation populaire, permettre d'encourager ces engagements. Sachant que par ailleurs, pour nous favoriser et susciter l'engagement des jeunes, ça doit passer par la dépaupérisation et la déprécarisation. C'est pour ça qu'on a une mesure pour nous importante, qui est d'instaurer une allocation d'autonomie à 1 063 € par mois pour tout jeune en lycée professionnel et tout jeune étudiant en formation. Parce qu'on ne peut pas, une société ne doit pas accepter de condamner les jeunes à entrer dans la vie condamnés à simplement survivre. Voilà, je ne sais pas si je réponds aux 2 questions que vous avez posées. Il y a d'autres questions dans la salle? Pas encore. Evan, vous souhaitiez interpeller C'était sur le SNU, parce qu'on ne l'avait pas entendu sur la 4e proposition, donc je me suis fait voler, entre guillemets. Je viens de répondre là. Oui, c'est pour ça, Ouais. c'est très bien. J'ai pas d'autres questions. Mais moi, je peux répondre à une question qui n'a pas été posée, hein. Allez-y. Je sais que dans le groupe dans lequel j'étais ce matin, s'échangeait quelles étaient les conditions pour favoriser l'engagement. Et je pense que c'est extrêmement important, c'est pour nous une question fondamentale, de s'engager dans la réduction du temps de travail. Il faut revenir aux 35 heures et aller vers les 32 heures. Il faut aussi permettre d'instaurer une 6e semaine de congés payés. Il faut aussi revenir à la retraite à 60 ans pour permettre justement du temps libéré qui permette de favoriser l'engagement. Mais il faut aussi dépaupériser et déprécariser. C'est pour ça que nous souhaitons instaurer une garantie dignité pour qu'il n'y ait plus une seule personne en dessous du seuil de pauvreté, parce que votre possibilité de vous engager est directement liée à si vous êtes sorti de la survie. Donc il faut permettre, à travers cette garantie dignité, que toutes les femmes et les hommes puissent avoir un minima 1 063 € par mois pour vivre. Et bien évidemment, nous sommes pour l'augmentation des salaires, à commencer par le SMIC à 1 400 € et le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Est-ce que des questions émergent dans la salle? Oui. Bonjour, Anne-Claire Devauche des CMA. Je suis issue d'un parcours qu'on appelle le volontariat de l'animation chez nous au CMA. Et on vous a interpellé un certain nombre de politiques sur la reconnaissance en fait aussi de ce statut atypique qui n'est pas un service civique, mais qui, comme les pompiers, œuvrent depuis les jours heureux à faire en sorte que des jeunes s'occupent d'autres jeunes. Ce statut du volontariat, autrement dit, est-ce que ce n'est pas un élément de reconnaissance qui pourrait à la fois soutenir les vacances, l'engagement des jeunes, mais pas seulement des jeunes, l'engagement aussi de personnes comme moi qui militent depuis des années et qui encadrent des formations BAFA, BFD. Donc voilà, qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, il faut. Donc, c'est pas toujours très simple d'entendre. Le son ici est pas extrêmement bon. Il faut valoriser. Quand on dit valoriser toutes les formes d'engagement, ça veut dire aussi que il faut permettre toutes ces formes d'engagement. C'est-à-dire qu'il faut aussi que dans les contrats de travail, dans le droit au travail, on puisse avoir un temps reconnu et accepté pour pouvoir vivre ces engagements. Il faut aussi qu'avec la validation des acquis de l'expérience, eh bien, les expériences et les compétences acquises, on puisse aussi les faire prévaloir dans son parcours. Ça veut dire aussi que les jeunes doivent pouvoir avoir ces parcours valorisés dans le rapport à la qualification. Ça nous semble essentiel. C'est aussi toute la démarche que nous avons à travers la conscription citoyenne et les emplois spécifiques jeunes qui permettent ces éléments-là. Mais ça veut dire qu'il y a aussi d'autres éléments qui sont trop peu pris en compte. C'est notamment, par exemple, toutes celles et ceux qui sont des aidants. Les aidants, ce sont des emplois, des activités qui contribuent à notre société et pour lesquelles il doit y avoir une reconnaissance qui soit aussi matérielle. Bonjour, Patrice Weissheimer du syndicat d'éducation populaire. Quand je vous entends, Madame Simonet, moi j'ai envie de voter pour votre programme. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, vous le validez, etc. En même temps, il y a 10 ans, j'entendais aussi un autre candidat qui disait que son ennemi, c'était la finance. Et en réalité, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel processus allez-vous construire pour permettre aux citoyens de s'assurer que les promesses seront mises en œuvre? Parce qu'aujourd'hui, une des raisons de la désaffection et de cette brisure, de cette cassure entre les citoyens et les politiques, c'est ce manque de confiance. N'y a-t-il pas des processus à construire pour permettre un meilleur contrôle sur le politique? Merci. Elle est excellente, votre question, parce que moi, elle fait sens dans tout mon engagement. Moi, je suis pas issue de l'éducation populaire en termes d'organisation, de structure, mais tout mon militantisme procède d'une démarche de recherche-action en termes d'éducation populaire. Et on a vraiment le sentiment, oui, entre Sarkozy, Hollande, Macron, finalement, c'est plus une continuité ultralibérale auquel on a été confrontés. Et on voit bien les promesses totalement trahies sur mon ennemi sera la finance. Donc, quelle garantie que le programme L'Avenir en commun, défendu par Jean-Luc Mélenchon, soit réellement appliqué? La garantie, c'est vous tous. Quand nous disons on va convoquer l'Assemblée constituante, c'est qu'on souhaite mettre le peuple aux commandes. Quand on va convoquer l'Assemblée constituante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute la société va s'organiser un débat. Comment est-ce que l'on veut que la délibération collective jusqu'à la prise de décision fonctionne? C'est-à-dire que c'est pas simplement les règles des institutions qui vont être redéfinies, qu'on se débarrasse de la monarchie présidentielle, qu'on se débarrasse de la Ve République. C'est aussi comment est-ce que l'on remet le peuple au pouvoir à tous les niveaux, du niveau local, départemental, régional, national. Comment on met en place véritablement le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pour que les citoyens ne soient pas réduits à exercer leurs droits démocratiques que tous les 5 ans avec un bulletin de vote et ils se font avoir entre-temps. Mais qu'ils aient la possibilité, s'ils ne sont pas d'accord avec une politique, de pouvoir convoquer un référendum pour révoquer un élu, pour abroger une mesure gouvernementale ou une proposition de loi, ou pour porter un projet. Cette notion de contre-pouvoir, partout et en tout temps, elle est essentielle. Elle doit se développer à tous les niveaux. Pas de politique publique sans qu'elle soit co-construite. Ça veut dire, j'en sais rien moi, mais par exemple dans un département, les EHPAD, on ne définit pas les politiques dans les EHPAD sans les associations des familles des résidents des EHPAD. On ne définit pas un projet d'urbanisme sans à un moment donné passer d'abord et avant tout parce que pense la population, quels sont ses besoins et quels sont les impératifs écologiques, notamment de la règle verte à respecter. Nous ne pourrons pas faire une politique de rupture avec les logiques du système capitaliste, productiviste, sans que le peuple s'en mêle à tous les niveaux. Parce que le rapport de force, il va être un rapport de force de dingue. Là, on sait qu'on a un petit trou de souris. Il est possible, et c'est une donnée historique, de ne pas être condamné à un deuxième tour Macron-Le Pen et d'avoir un deuxième tour Macron-Mélenchon. Mais demain, après-demain, Mélenchon gagne la présidentielle. Imaginons, nous avons un gouvernement, après la législative, qui souhaite mettre en application ce programme. Vous savez pertinemment que l'oligarchie financière ne va pas rester les bras croisés pendant qu'on essaiera de lui faire les poches, à remettre en place l'ISF, à casser la flat tax et engager une bifurcation écologique.
On aura donc besoin d'un peuple mobilisé. Donc on a besoin de tous les acteurs éducation populaire qui puissent toutes et tous nous aider à propager cette posture qui est de coproduire toutes et tous ensemble notre devenir commun. Oui, bonjour, Anthony Priem des CMEA aussi. Quelle place dans un éventuel gouvernement La France Insoumise pour l'éducation populaire? Depuis des années, on se fait trimballer de ministère en ministère. Là, il y a un secrétariat d'État qui fait qu'on reçoit des protocoles le lendemain de la mise en application des vacances scolaires ou des stages. Et je pense qu'un ministère d'éducation populaire permettrait peut-être d'avoir plus de visibilité dans la société et des outils un peu plus sérieux. Alors pour être très franche, le programme L'Avenir en commun n'a pas encore tranché cette question-là. Mais moi, personnellement, je suis totalement d'accord avec vous. Parce que laisser l'éducation populaire uniquement dans la jeunesse et les sports, c'est d'emblée afficher qu'on ne souhaite pas mettre de l'éducation populaire en transversalité dans l'ensemble des politiques publiques. Donc c'est un problème. Alors d'autres pourraient dire il faudrait le mettre éducation populaire et culture pour justement reprendre conscience de ce que c'est que la culture. On a peu parlé pour l'instant de la question de la culture et des droits culturels. Peut-être faut-il un ministère de l'éducation populaire en tant que tel, avec des vrais acteurs coordinateurs, facilitateurs de l'ensemble des projets associatifs et d'éducation populaire sur l'ensemble des territoires, pour faire en sorte d'immerger l'ensemble de la société de ces pratiques et de ces approches. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça ne peut pas être un gouvernement seul qui décide de cela. Et que le devenir de l'éducation populaire, au point de départ, quand même, doit être coproduit avec l'ensemble des acteurs de l'éducation populaire. Alors ce ne sera pas simple, parce que pour moi, les acteurs de l'éducation populaire, ça n'est pas simplement les acteurs aujourd'hui reconnus, agréés éducation populaire. Vous avez sur le territoire énormément de structures, de collectifs citoyens, d'associations qui sont dans des démarches d'éducation populaire sans le savoir, sans être labellisés comme tels. Et il faut s'adosser à l'ensemble de ces pratiques. Une autre question? Oui. Alors, j'ai 3 questions. Ma première question, ce serait déjà, là on est sur l'éducation populaire, aussi j'ai oublié de me présenter, donc je suis Jérémy Rogy, membre des Petits Débrouillards, association d'éducation populaire aux sciences, donc je suis bénévole dans cette association. La question que j'ai, c'est quelle place vous accordez pour l'éducation populaire aux sciences, et de manière transverse, un domaine qui est proche de l'éducation populaire aux sciences et à la médiation scientifique. Et la question que j'ai, c'est au-delà de l'éducation populaire, tout ce qui a trait à la médiation scientifique, la médiation culturelle, quelle place, quelle importance vous y accordez? Et toujours sur la question donc, de l'éducation populaire aux sciences, donc voilà, par exemple, nous, ici de Brouillard, on accorde beaucoup d'importance à la démarche expérimentale, à la démarche scientifique, et que les jeunes, notamment, puissent expérimenter par eux-mêmes. Comment on pourrait déployer cette culture-là dans l'éducation nationale, en fait? Par exemple, faire le lien, parce que notamment, je vais terminer sur ça, dans l'éducation nationale, la place accordée à l'expérimentation dans les sciences est de plus en plus restreinte avec différentes réformes. Quelle place vous accorderiez à ça? Alors, je ne vous vois pas, ce qui est toujours perturbant. Je suis là. Non, je ne vois rien. Oui, voilà, bonjour. Alors, il me reste très peu de temps, mais oui, mais écoutez, déjà, Blanquer n'a cessé de casser l'école. Ce que nous prépare Macron est encore pire, puisque dans l'enseignement professionnel, on ne se posera même pas la question de réintégrer les sciences, de réintégrer enfin de la philo, de réintégrer les matières générales, puisque ça casse notamment de l'enseignement professionnel, c'est de mettre tout le monde en contrat d'apprentissage sous la responsabilité de formation des patrons. Donc c'est une catastrophe. Il faut au contraire, bien sûr, redonner tout son sens à l'éducation scientifique, que ce soit dans le système scolaire, que ce soit à travers les projets que vous développez et qui permettent justement d'élever le niveau de conscience de notre rapport au monde. Et ça, c'est essentiel. Face à l'enjeu écologique, eh bien, cette approche d'une meilleure compréhension
du monde dans lequel nous sommes me semble essentielle. Et on aurait pu aussi développer sur la question de la culture et des droits culturels, comment développer une toute autre politique à ce niveau-là. Et j'ai déjà plus de temps, mais je dirais que pour moi, vraiment, il faut revenir sur l'éducation populaire à la définition de Paulo Freire. C'est-à-dire qu'il faut revenir à personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, et les hommes et les femmes, voilà, s'éduquent par l'intermédiaire du monde. Et donc notre tâche est d'organiser l'ensemble de ces rencontres, mais dans une intention clairement assumée de transformation sociale et écologique du monde. Voilà.